Bonjour Jago, Bonjour, bienvenue dans le Média Aloha News. merci bien, merci de m'avoir invité. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle Opération Déluge d'Al-Aqsa, la défaite du vainqueur. Déjà, la première question, c'est vous avez commencé à écrire ce livre quand? Est-ce qu'il a un objectif précis, une envie précise? Alors, en fait, j'ai commencé à écrire ce livre quelques semaines avant le début de l'opération elle-même, parce que j'avais pressenti que quelque chose allait éclater dans cette partie du monde. Mon regard ces 2 dernières années a été un peu plus focalisé sur l'Ukraine, mais mes yeux traînent toujours un petit peu sur la carte. Et puis, ce qui se passait au Moyen-Orient, enfin au Proche-Orient plus exactement, m'a frappé déjà depuis quelques mois. Et je me suis dit que peut-être c'était intéressant de préparer un livre là-dessus. Donc j'ai commencé à écrire sur les conditions. Je savais pas encore que l'opération allait éclater, ni quand, ni comment, ni par qui. Mais on sentait que les tensions allaient aboutir à quelque chose. Et d'ailleurs, le 7 octobre, si on peut le schématiser, on pourrait dire que c'est le vase qui déborde. Mais il a fallu remplir le vase avant. Et c'est ce remplissage du vase que j'ai voulu expliquer. Et comme tous les conflits, un conflit c'est un peu comme un arbre. Ce qu'on voit c'est le tronc et les conséquences qui sont les feuilles et les branches. Mais il y a une partie qu'on ne voit pas et qui est pourtant essentielle, et c'est exactement la même chose pour un arbre, sont les racines. Et les racines, elles sont innombrables, elles sont multiples et chacune a son importance. Même la petite racine a son importance et a son influence sur la manière dont le tronc se développe. Et c'est exactement la même chose pour un conflit. Et ce qu'on voit dans nos médias, on nous présente le tronc, quelquefois on nous présente les branches, quelquefois même qu'une partie des branches, mais on vous parle jamais des racines. On vous parle jamais de ce qui a amené le conflit, quels sont les éléments qui constituent le tronc. On vous le présente comme ça, on vous dit voilà, c'est le tronc. Et en réalité, si on avait observé le conflit, et c'est mon métier, puisque comme vous savez pas, moi je suis un ancien agent des services de renseignement en Suisse, dont le métier était d'analyser la situation au quotidien et d'informer le gouvernement, c'est-à-dire de dire au gouvernement, voilà, il est en train de se passer ça, les développements pourraient être ceci ou ça, voilà, c'est à vous d'adapter la politique, c'est pas à moi de la faire, mais voilà la situation. Et de présenter régulièrement, pas chaque jour, mais une image de la situation. Donc, c'est un petit peu, je continue à faire mon métier, mais par livre interposé, si vous voulez, et à essayer de comprendre les conflits et de voir où pourraient conduire ces conflits. Et dans cette démarche, eh bien, pour la question du conflit palestinien, qui est un conflit intéressant parce que il touche d'autres livres que j'ai écrits sur le terrorisme. Et d'ailleurs, vous avez cité le titre de mon livre, qui est l'Opération Déluge d'Al-Aqsa ou la défaite du vainqueur, enfin la défaite du vainqueur. Il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, puisque c'était en 2003, j'ai écrit un autre livre qui s'appelait La guerre asymétrique ou la défaite du vainqueur. Et j'ai repris le même sous-titre parce que le premier ouvrage portait sur la deuxième intifada, en fait. Et la question des stratégies à appliquer pour lutter contre le terrorisme, les stratégies terroristes, etc., il y a 20 ans. Et déjà là, je constatais qu'Israël adoptait des stratégies qui, en fait, se retournaient contre lui. Avec l'affaire du 7 octobre, j'ai constaté qu'en fait, il n'y a pas eu d'évolution dans cette réflexion et que toujours, on continue à appliquer des stratégies qui se retournent contre Israël. Et c'est un petit peu ce qu'a fait l'Occident depuis 20 ans en réalité. Nous essayons toujours de régler les problèmes à coups de bombes et d'interventions militaires et on s'étonne d'ailleurs que ceux qu'on bombarde répondent. Parce qu'en fait, tous les attentats terroristes islamistes, c'est important de le préciser parce que il y a d'autres formes de terrorisme qui n'ont pas nécessairement les mêmes logiques. Mais le terrorisme islamiste, c'est un terrorisme qui répond. C'est pas un terrorisme qui déclenche. C'est très important de le dire.
Alors, de manière qu'on n'aime pas, je suis contre le terrorisme comme méthode. C'est une méthode de réponse, mais c'est une réponse. Les attentats qui ont eu lieu, par exemple, je sais pas moi, en Europe ici, que ce soit en France ici ou en Belgique, est-ce qu'elles s'inscrivent dans une réponse à la situation en Syrie, notamment, je pense? Tous. Tous. Si nous n'étions pas intervenus là-bas, il n'y aurait pas eu d'attentat chez nous. Ce qui se passe là-bas est une autre dynamique. Donc, mais là, on est dans des processus révolutionnaires de vouloir renverser des gouvernements, etc. Bon, ça c'est un peu leur cuisine, si je peux dire ça comme ça. Quant à nous, la raison pour laquelle on a été touchés, de nouveau, je n'invente rien du tout. Les terroristes ont dit eux-mêmes ça, que nous intervenons, donc ils nous répondent. Et ils nous répondent pour nous décourager d'aller chez eux, en quelque sorte. Mais même le 11 septembre, le 11 septembre 2001, auquel, de nouveau, on a supprimé les racines. On n'essaye pas de comprendre pourquoi c'est arrivé. Mais on sait très bien pourquoi c'est arrivé. On sait très bien que c'est une vingtaine de jeunes musulmans qui ont voulu venger ou répondre à des bombardements qui avaient été injustement lancés par les Américains en août 1998 ou 98 sur l'Afghanistan et sur le Soudan en réponse à d'autres attentats. Donc, ces 20 jeunes se sont organisés et ils ont voulu faire. En fait, ils ont fait une réplique, d'ailleurs, de ce qui s'était passé, puisque l'attaque qui avait été déclenchée par Bill Clinton à l'époque, c'était faite par des missiles de croisière contre 2 secteurs, depuis un bateau dans le Golfe Persique, puis on avait lancé ça. Et vous avez le même schéma qui a été appliqué. On a utilisé des avions comme missiles de croisière contre les tours du World Trade Center et contre le Pentagone. Donc, on a la même logique. Ces gars ont dit, on va leur répondre en répétant, en mimiquant, si vous voulez, en mimant l'attaque qu'ils avaient faite. Voilà, et cette attaque a été particulièrement injuste, d'ailleurs, parce que le Soudan n'a jamais été impliqué dans ces affaires de 1998, et il a été bombardé de manière totalement injuste, de même que la population afghane. On a des suites comme ça, c'est des réponses à des injustices que l'on a faites. Et mon plaidoyer, je dirais, si on veut lutter contre le terrorisme, la première chose qui est à faire, c'est commencer nous-mêmes à réfléchir à ce que l'on fait avant. Puisque c'est une réponse, donc ça veut dire nous devons nous réfléchir un peu mieux aux actions qu'on prend, au lieu de penser toujours que, d'abord, c'est aussi un peu enfantin de penser qu'on va bombarder des gens puis qu'ils vont pas réagir. Donc, voilà. Donc on a toujours ce même phénomène, et en Israël d'ailleurs le problème est exactement le même, n'est-ce pas? On a des territoires qui ont été acquis, et c'est pour ça qu'il est très important de remonter dans l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé depuis 1947 en Palestine, où, je le rappelle, avant 1948, il existait un État de Palestine, qui était une Palestine reconnu internationalement. Pardon, reconnu internationalement, tout à fait, qui était sous tutelle, si vous voulez, britannique, mais qui était un État avec son comité olympique palestinien. Il y avait un passeport palestinien, même la première première ministre ou une des premières ministres israéliennes, Golda Meir, avait un passeport palestinien. Je crois que vous disiez que Ben Gourion, pareil, avait un Et Ben Gourion aussi, exactement. Donc, on a, parce que c'est des gens qui étaient là au moment où existait cette Palestine mandataire, comme on dit, qui existait entre 1921 et 1948. En 1947, les Nations Unies, devant le désir des Juifs d'avoir leur propre pays, l'Assemblée générale des Nations Unies a proposé un plan de partage de la Palestine entre un État juif et un État palestinien. On ne parle pas encore d'Israélien, puisqu'Israël n'existe pas encore. Donc on parle d'un État juif et un État arabe. On ne parle pas non plus d'État palestinien, en fait. La Palestine, c'est l'ancien État. Donc la résolution parle d'un État juif et un État arabe. Et c'est une proposition. Et cette proposition, elle devait être proposée au peuple qui habitait la Palestine, puisque l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas le pouvoir de prendre des terres à quelqu'un puis de la donner.
Donc, elle pouvait proposer un plan, c'est ce qu'elle a fait, c'est cette fameuse carte qu'on voit souvent un peu partout dans nos médias, et puis les populations devaient se prononcer là-dessus, accepter ou non. Alors la population arabe, elle était favorable à continuer l'État de Palestine, celui qui avait existé depuis 1921, qui était donc un État qui allait de la Méditerranée au Jourdain et qui comprenait deux peuples sur le même territoire. Il fallait simplement trouver les modalités pour que ces deux peuples puissent vivre ensemble. Ça, c'était la vision des Arabes. Et puis, les Juifs voulaient leur territoire. Le problème est que, comme je l'ai dit, il fallait donc... la résolution, elle, est assez précise. D'ailleurs, elle dit qu'il faut des référendums. Il faut des référendums pour valider ce plan de partage. Or, il n'y a aucun référendum qui s'est fait. Et pour une raison très simple, c'est que à l'époque, la population juive en Palestine est de environ 1/3 et 2/3 d'Arabes. Par conséquent, s'il y avait eu un référendum, très clairement, on serait retombé dans la solution que voulaient les Arabes, c'est-à-dire un État de Palestine. Et donc, les milices juives ont pris le parti de conquérir la terre sans même passer par le référendum. Et voilà pourquoi la résolution 181 de novembre 1947 n'a en fait jamais été appliquée par Israël et que la terre qui normalement aurait dû être partagée en fonction de référendum finalement a été prise par la force et a conduit à la fameuse Nakba, c'est-à-dire la catastrophe qui a fait fuir les Palestiniens hors des frontières et quand je dis hors des frontières, c'est-à-dire hors des frontières de la Palestine, vers le Liban, la Syrie, la Jordanie et l'Égypte. Et voilà, ça c'est le point de départ de la chose. Donc aujourd'hui, ça vous explique pourquoi les Palestiniens ont de la difficulté à reconnaître l'État d'Israël, parce que l'État d'Israël a été créé. Déjà au niveau de sa création, il n'était pas légitime ni légal au sens du droit international. Et c'est tout découle de ça en réalité, parce qu'après on a eu plusieurs guerres, il y a eu des différentes conquêtes, etc., qui a fait que aujourd'hui on a ces territoires palestiniens occupés, c'est-à-dire en gros la Cisjordanie et la bande de Gaza. Pour parler d'un petit point que vous avez énoncé, et pour essayer peut-être de le ramener dans cette thématique, on a parlé du fait que les groupements considérés ou perçus comme terroristes ou étant terroristes se défendent face à une décision géopolitique d'un État. Là, par exemple, vous avez parlé notamment du 11 septembre. Les États-Unis, c'était Bush qui avait parlé. Donc voilà, nous, ils aiment pas la démocratie, ils aiment pas tout ce qu'on représente. Donc en gros, on va aller en Afghanistan. On demande d'abord à l'Afghanistan de livrer Ben Laden. Ils nous disent donnez-nous les preuves avant qu'on vous le livre. Il y a pas il ne reçoit pas de preuves. On décide quand même d'aller bombarder l'Afghanistan. Je pense que c'est quoi, 3-4 semaines et le régime taliban qui tombe. Là où je veux en venir, c'est que la mobilisation narrative des États-Unis était de dire non, on se défend. Oui. On défend nos valeurs, etc. Et si on regarde un petit peu Israël et la Palestine, si on revient au 7 octobre, le discours tenu par Israël, et j'ai même extrapolé par différents États occidentaux, il est de dire non, on se défend contre le terrorisme. On ne parle pas du tout de ce que vous parlez, quoi. Alors, le problème est le suivant, n'est-ce pas? D'abord, le mot terroriste est un mot qui est plus politique que factuel, en réalité. Pourquoi? Alors, le terrorisme en tant que tel, c'est une méthode. Et c'est pas une doctrine, c'est pas une religion, c'est une méthode de combat pour atteindre un objectif. Ça, c'est la première chose. N'est-ce pas? On va dire depuis 1935, les pays occidentaux essayent de définir ce qu'est le terrorisme, mais ils sont toujours pas tombés d'accord. Parce qu'il y a des conditions, typiquement, les résistants, en France, ou d'ailleurs en Belgique, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui résistaient à l'occupation allemande, étaient considérés comme terroristes par les Allemands. Les Israéliens, j'ai parlé tout à l'heure des milices juives qui avaient conquis et qui avaient mené des attentats terroristes contre l'armée britannique qui était en charge de la sécurité en Palestine.
mais mener des attentats terroristes. Et les premiers ministres, enfin, certains premiers ministres qu'on a eus au début de l'histoire d'Israël, qui avaient été des dirigeants de ces milices ou de ces groupes terroristes, avaient été considérés comme terroristes par les Britanniques. Donc, on voit bien que la notion de terroriste est une notion un peu à géométrie variable qu'on utilise de manière politique un petit peu pour le mot terroriste. C'est une manière de dénigrer, de sorte d'affaiblir ou d'essayer d'affaiblir l'adversaire. Aujourd'hui, si on parle du Hamas, on dit c'est des terroristes. Mais en fait, il y a que les pays occidentaux qui l'appellent terroriste. Et le reste du monde ne considère pas le Hamas comme terroriste. Ouais. Donc, on est vraiment sur une terminologie qui est très politique. Et d'ailleurs, certains pays, pendant très longtemps, n'ont pas considéré le Hamas comme terroriste. Puis ils l'ont déclaré à partir du 7 octobre. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une notion qui est politique et pas du tout basée sur les faits. Donc ça, c'est important de le dire. Mais il y a une deuxième chose qui est importante de dire, c'est que la résistance palestinienne est reconnue comme telle par les Nations Unies. Et vous avez une résolution des Nations Unies, la résolution 45-130 de 1990, qui déclare que le peuple palestinien a le droit de combattre l'occupation israélienne par tous les moyens à sa disposition, y compris la force armée. C'est très très clair. Donc, il y a deux choses qui sont importantes dans cette résolution des Nations Unies. La première est que la présence israélienne est considérée comme une occupation militaire, c'est important. Et le deuxième, c'est qu'on reconnaît le droit au peuple palestinien de résister à cette occupation militaire. Et pourquoi on reconnaît ce droit au peuple palestinien? C'est parce que les territoires occupés par Israël l'ont été contre le droit international. Le territoire de Gaza, de même que le territoire de Cisjordanie, et c'est précisé dans la résolution 242 des Nations Unies de 1967, qui déclare l'inadmissibilité de territoires acquis par la guerre. C'est très simple. Donc en fait, en Cisjordanie, théoriquement, il ne devrait pas y avoir un seul Israélien au terme du droit international. Et donc, voilà pourquoi la résistance palestinienne, aux yeux du droit international, est légitime. Alors, évidemment, la problématique, si elle s'arrêtait au droit international, elle serait relativement simple. Le problème, c'est que il y a d'autres éléments qui viennent se greffer là-dessus, et notamment un aspect à la fois idéologique et religieux, pourrait-on dire, puisque pour les Israéliens, la terre de Palestine leur appartient. Voilà. Alors, c'est évidemment un problème qui est à la fois historique et juridique, parce que on se rend bien compte que quand... Alors, de nouveau, et là, je dois faire attention, parce qu'il y a même des historiens israéliens qui prétendent qu'en réalité cette terre, les Juifs ne l'ont jamais abandonnée il y a 2000 ans, et donc il y a eu simplement le mouvement normal des populations, comme la Belgique, elle existait probablement pas il y a 200 ans, il y avait d'autres populations qui étaient là, d'autres peuples, et puis c'est comme si tout d'un coup la Hollande venait puis disait oh, ça c'est à nous. Il y a une évolution, il y a l'histoire, il y a des changements de population, les frontières sont redessinées. Nous ne pouvons pas tout d'un coup revenir X siècles plus tard puis dire écoutez non tout ça n'existe pas. On revient au status quo ante, ce qui pourrait nous mener plus loin, parce que pourquoi est-ce qu'on s'arrête à 2000 ans? Alors on pourrait venir beaucoup plus avant avec les Cananéens, ou peut-être les Syriens étaient là encore avant, etc. Donc on a, ou les Égyptiens. Donc on s'aperçoit bien qu'on est là dans une dynamique qui est extrêmement difficile à soutenir. Probablement qu'elle est facile au point de vue philosophique, mais au point de vue du droit et au point de vue politique, elle est difficile à soutenir. Et c'est la raison pour laquelle le système mondial se base sur le droit international, mais non pas sur simplement des règles religieuses, etc. D'autant plus que la Bible ou la Torah ne sont que des
sont que des récits. J'entends, ils n'ont pas une valeur scientifique et historique avérée. Et il y a une divergence de vision en plus chez les Juifs sur la terre d'Israël. Il y a beaucoup de Juifs. Alors tout à fait. Moi, j'ai habité 2 ans à New York. Enfin, j'ai habité plusieurs fois à New York, mais j'ai habité dans un de mes passages, j'étais 2 ans à New York. Durant mes différentes, parce que pas seulement pendant que j'étais pour ce séjour particulier, j'ai travaillé au secrétariat général des Nations Unies, et devant le siège des Nations Unies, pratiquement tous les jours, vous avez des manifestants juifs qui sont devant le secrétariat, ce qu'on appelle le UN Plaza, donc la place qui est devant les Nations Unies, et qui manifestent contre l'existence d'Israël. Ils disent Israël n'a pas le droit d'exister au sens. Alors c'est des religieux. Eux le voient au sens de la religion. Ils le voient pas au sens politique. Mais ils manifestent en permanence, alors vraiment tous les jours, vous pouvez les voir pratiquement tous les jours. Les médias ne les montrent pas parce que c'est toujours des petits groupes, ils se relaient pratiquement, je sais pas si c'est 24 sur 24, mais en tout cas pendant la journée, ils sont systématiquement là. Et ils se relaient systématiquement, ils affichent No Israel, et puis vous avez alors ils sont habillés de manière traditionnelle, c'est des juifs orthodoxes. Et puis, il y a le drapeau d'Israël avec un signe interdit dessus. Voilà. Donc, effectivement, vous avez raison, il y a différentes manières, déjà dans la communauté juive, de comprendre la nature de ce qu'est Israël, de comment il s'inscrit dans l'histoire propre de la religion et du peuple juif, etc. Et vous avez des orthodoxes juifs d'ailleurs en Israël, puis vous avez des orthodoxes juifs à New York qui ont des visions complètement différentes, mais quand vous les regardez extérieurement, ils ont l'air exactement la même chose. Donc on voit bien que il y a effectivement de profondes divergences. Mais ça c'est leur cuisine, si j'ose dire. Donc moi je n'entre pas dans ces considérations. Je regarde le droit international. Comme je l'ai dit, j'ai travaillé pour les Nations Unies pendant plusieurs années, et pour moi, ce qui compte, le point de référence, sont les résolutions des Nations Unies, pas le reste. L'apparition du sionisme, il vient quand? Et aussi, je me souviens, à l'époque, on disait voilà, on voulait une terre pour les Juifs, mais c'était pas forcément la Palestine. On pensait au Ouganda, etc., etc. Et dans le discours, on va dire, un certain discours sioniste, on voit que la notion religieuse dont on parle, qui est que Israël doit se situer en Palestine, existe. Et donc je me dis, est-ce que ce discours il est venu se greffer par la suite, en disant que le territoire, non, c'est pas l'Ouganda, c'est ni là, c'est vraiment là. Ou est-ce que il existait déjà initialement? Alors, je ne suis pas un grand expert de la question du sionisme et de ces études-là, de ces idéologies, parce que le sionisme est une idéologie. Disons que, pour simplifier les choses, le sionisme est un nationalisme juif. Je crois que c'est comme ça qu'on peut le qualifier de la manière la plus simple et la plus objective possible. C'est du nationalisme juif. Et c'est un nationalisme dont on trouve plusieurs racines. Certains disent qu'il existait déjà il y a 2000 ans. D'autres disent que le sionisme est chrétien d'origine et ensuite a été adopté par les Juifs. Donc, il y a vraiment tout. Et là, je ne me prononcerai pas sur cette question. Toujours est-il que, à la fin du 19e siècle, comme un peu partout en Europe, on a la montée des nationalismes qui d'ailleurs conduiront à la Première Guerre mondiale en grande partie, et qui en fait influenceront la géographie et la politique européenne, je dirais jusqu'en 1945 en réalité, puisque la Deuxième Guerre mondiale, elle est aussi démarrée à cause de nationalisme et des résidus de nationalisme d'après le traité de Versailles et la ressurgence de ces nationalismes. Donc, toutes les nations, à la fin du 19e siècle, beaucoup de nations étaient à l'intérieur de grands empires, et
se sont réveillés en tant que nation, si vous voulez, dans ces empires. Et vous voyez bien que ces empires étouffaient un petit peu ces nationalités, et donc les nationalismes sont devenus autant de mouvements de rébellion dans ces grands empires qui s'effondreront en 1918, en fait. Parmi ces nationalismes, eh bien, vous avez le nationalisme juif. La particularité du nationalisme juif ou du sionisme, c'est que, comme les Juifs ne constituaient pas une entité géographique, vous voyez, quand vous parlez, je sais pas, disons de l'Alsace ou la Wallonie en Belgique, etc., vous avez une entité géographique sur laquelle vous avez un peuple. Et ce peuple, il réclame, son nationalisme est lié à la région dans laquelle il vit, en quelque sorte. Même chose en Alsace, en Lorraine, c'est les Sudètes, toutes ces nations, la Bosnie, tous ces conflits qu'on a vus et qui même jusqu'en 1990, puisque le conflit de Yougoslavie est un conflit qui est fortement influencé par les nationalismes. Donc, on a une entité géographique avec un peuple qui se trouve dans cette géographie et qui veut sa souveraineté. Alors, le peuple juif n'avait pas ça, puisque le peuple juif, par définition, il était dispersé à travers le monde. Donc, le sionisme n'est pas un nationalisme qui est rattaché à l'existence ou la préexistence d'une entité géographique, mais elle se base sur le fait qu'il y a une communauté de vues, une communauté à la fois, sociétale, philosophique, religieuse, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a tendance à parler d'un nationalisme du peuple juif d'une certaine manière, plutôt qu'un nationalisme qui est lié à la géographie. Bref, toujours est-il que l'objectif de ce nationalisme, comme les autres nationalismes, était de donner au peuple juif un territoire sur lequel cette nation puisse exister. Alors effectivement, il y a eu de nombreuses, mais alors là, avec tout ce qui a été dit, raconté, je ne serais pas en mesure de vous faire le point de la situation. Effectivement, on a évoqué l'Ouganda, on a évoqué les Allemands, parce que en 1933, les Allemands voulaient aussi expulser tous les Juifs d'Allemagne. Au début, ils voulaient les expulser. Après, il y a eu des processus d'extermination, donc on est dans autre chose. Mais l'idée était pratiquement la même, c'est de ne plus avoir de Juifs en Allemagne. Bon, dans un premier temps, il fallait des ennemis. Donc, même les Allemands avaient prévu Madagascar, qui aurait pu coller entre guillemets avec une idée d'un territoire. Oui, on a parlé l'Ouganda, on a parlé de l'Argentine, je crois, non? Argentine ou Uruguay ou par là autour, enfin de l'Amérique latine. Je ne connais pas exactement les détails et pourquoi on est tombé sur ces pays-là. J'en ai aucune idée, c'est pas. Mais effectivement, la Palestine devenait aussi, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, et par le fait aussi que la Palestine était sous mandat britannique, il y avait donc une autorité qui était capable de dire, bah voilà, on vous donne ça. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est en réalité ce qu'avait fait de manière un peu prémonitoire Lord Balfour en 1917, lorsqu'il avait promis à la communauté juive un territoire qui n'appartenait d'ailleurs pas du tout à la couronne britannique, n'est-ce pas? Puisque en 1917, la Palestine était encore sous la domination ottomane, mais donc il y avait aucune autorité de la part des Britanniques là-dessus. Et même s'ils avaient eu autorité sur ces terres, ils auraient dû se plier au droit des peuples à l'autodétermination, qui fait que de toute façon, il aurait fallu demander à la population son avis sur la question. Aujourd'hui, il y a aussi un discours qui tend à dire que le sionisme pourrait s'apparenter à du nazisme. Et vous dites que considérer cela, c'est une aberration. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu? Oui, le sionisme n'est pas du tout. Le nazisme, d'ailleurs, national-socialisme, c'est un mouvement qui est essentiellement nationaliste, fondamentalement nationaliste, mais nationaliste allemand, bien sûr. Le sionisme est un nationalisme aussi, mais un nationalisme juif. Alors, vous avez d'autres nationalismes. Vous avez le nationalisme corse, vous avez tout ça. Les Corses sont pas des nazis, etc. Donc,
N'est-ce pas? Le problème, c'est que notre compréhension, notre lecture du mot nazisme, c'est devenu un truc pour désigner les méchants, en gros. Alors bon, oui, d'accord, c'était pas des gentils, jusque-là on est d'accord. Mais après, quand on veut faire des comparaisons, on est obligé quand même d'aller un peu plus en profondeur. Alors, le sionisme, vous savez, à partir d'un certain moment, toutes les formes de gouvernement qui deviennent autocratiques finissent par se ressembler. Le communisme sous Staline était finalement pas très différent du nazisme non plus. Pourtant, les deux pays se sont battus l'un contre l'autre. Les communistes voulaient combattre le nazisme et les nazis le bolchevisme, etc. Donc, mais le fait est qu'il y a un moment où quand on commence à avoir des méthodes de dictature, eh bien, finalement, les méthodes finissent par se ressembler. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les sionistes sont des nazis ou que les nationalistes, je sais pas d'où, puissent être comparés à des nazis. C'est des raccourcis que l'on fait aujourd'hui pour essayer de disqualifier l'un et l'autre. Je trouve pas que ce soit extrêmement ni pertinent ni très intelligent, parce que ça stigmatise plus que ça favorise le dialogue. Mais bon, il est vrai aussi qu'on est dans une société et d'une société où le dialogue n'existe plus en quelque sorte. Il y a quelque chose aussi concernant ce nationalisme juif dont vous parlez, c'est comment des États modernes, disons, n'ont pas criminalisé le discours religieux qui peut exister, à savoir ce sont nos terres et nous ne faisons que finalement revenir sur nos terres, quand comparativement, et même si la comparaison paraît un peu hasardeuse, mais lorsque l'État islamique est arrivé, s'est emparé de territoires avec un certain discours de légitimité religieuse en disant mais c'est notre territoire, maintenant tous les musulmans venez nous rejoindre, vous allez plus subir la discrimination, etc., etc. Ça a été clairement criminalisé par les États. Je pense heureusement. Dans la question du sionisme, on ne relève pas ce propos qui ne convaincrait que des religieux, quoi. Nous, on se dirait, mais ça n'a rien à voir ni en politique, ça n'a rien à voir ni en... Surtout que, si on regarde, Israël n'a jamais défini ses frontières. Il faut bien distinguer les choses. Notre regard sur Israël est souvent faussé, il est brouillé par différentes images qu'on a. On a parlé tout à l'heure des ultra-religieux qu'on a en Israël. On aurait pu parler des ultranationalistes aussi qu'on a en Israël, qui ne sont pas nécessairement les mêmes d'ailleurs, n'est-ce pas? C'est ça qui est important. Le sionisme n'est pas une doctrine religieuse, c'est une doctrine politique. Elle a été conçue comme une doctrine politique et elle constitue le nationalisme, une doctrine politique essentiellement. Sous l'État islamique, c'est un peu l'association d'une doctrine religieuse qui devient politique, qui est politique. Mais le sionisme n'est pas en soi religieux. Ça, c'est important. Alors, vous avez des sionistes religieux, n'est-ce pas? Ça, c'est clair. Comme vous avez des sionistes chrétiens, d'ailleurs. Typiquement, Joe Biden, par exemple, se déclare sioniste chrétien. Et d'autres personnalités, comme Steve Bannon, qui était un des conseillers de Donald Trump, qui est donc... Joe Biden est un démocrate, mais Steve Bannon, c'est l'extrême droite américaine. Donc on est vraiment... On fait le grand écart. Lui aussi se déclare sioniste chrétien. Donc, ce qui vous montre que quand on est sur quelque chose qui est comment dire, qui est à cheval, qui utilise le label religieux, mais qui est une doctrine en réalité politique, parce que le sionisme, c'est pas une doctrine qui est à gauche ou à droite, comme on a tendance à voir l'échiquier politique en Europe. C'est une doctrine qui a à voir avec le territoire d'Israël, ou l'utilisation, ou l'occupation du territoire d'Israël. Voilà. Donc on n'est pas sur quelque chose qui a une ambition sociale, mais qui a une ambition territoriale. C'est important aussi de le constater. Mais c'est une doctrine politique. L'État islamique, à part ça, l'État islamique, évidemment, il faut dire aussi ce qui est. Il ne semblait pas avoir des méthodes qui nous semblaient extrêmement, comment dire, compatibles avec ce qu'on
professent un peu partout dans le monde d'ailleurs. Mais si on regarde les structures de ce que pourrait être un État, ils les avaient plus ou moins, c'est-à-dire tout un à fait. tribunal. Oui, non, ils avaient pas plus ou moins. Ils avaient les structures d'un État. Il y avait des gouvernorats, il y avait une structure, etc. Alors on est tous on est dans un cadre d'une charia rigoureuse, n'est-ce pas? Qui applique la charia de manière extrêmement stricte. La charia, elle est appliquée dans beaucoup de pays. Moi-même, j'ai habité 2 ans au Soudan, qui est un pays islamique. Je suis rassuré, vous êtes vivant. Voilà, tout à fait. Non, c'est d'ailleurs un pays où vous avez à Khartoum, vous avez une cathédrale où les chrétiens vont, et c'est des habitants de l'endroit, hein, sont des Soudanais qui sont chrétiens, et vous les allez le dimanche, ils vont à la messe, et malgré le fait qu'on vive dans un État islamique, ces gens vous les voyez exactement comme à la sortie ou à l'entrée des églises ici en Belgique, vous avez les mêmes, ils sont bien habillés, tout ça, où les enfants font leur première communion, exactement comme dans un pays chrétien, et pourtant c'est un pays islamique avec une sorte de loi. Ils ont établi des lois. Alors pour les musulmans, on applique la charia, et pour les chrétiens, ils appliquent d'autres lois. Mmh. Donc il y a ils ont fait un système de lois mixtes qui combinent les exigences de l'islam et les exigences des autres communautés qui vivent dans le pays, notamment les chrétiens. On a souvent essayé de représenter le Soudan comme étant un pays extrémiste, etc. Mon expérience personnelle du Soudan n'est pas celle-là. Au contraire, j'ai eu l'impression qu'il y avait, à part ça, il y avait des guerres au Soudan. Donc ça, c'est une autre question. Mais si on regarde la vie des Soudanais, je dirais même que la charia était appliquée de manière extrêmement lâche. Enfin, lâche au sens laxiste, si vous voulez. C'est pas une application stricte des lois musulmanes. Il y a une grande tolérance sur les choses. Et j'avais beaucoup d'amis soudanais avec qui on pouvait, il y avait des relations absolument normales entre chrétiens et musulmans. Donc on a une image en Europe qui est très caricaturale de ce qui est l'application de la charia. Je pense qu'elle était aussi extrême dans l'État islamique, mais dans bien d'autres pays, on applique des versions édulcorées, des versions adaptées. On a un peu tendance en Europe de considérer que les musulmans sont des retardés, alors qu'en réalité, on voit une beaucoup plus grande sophistication dans la manière d'appliquer les règles, dans la manière d'accommoder les uns et les autres. Vous savez, pour reprendre l'exemple des Juifs, traditionnellement, jusqu'au milieu du XXe siècle, jusqu'à l'apparition de l'État d'Israël, grosso modo, il n'y a jamais eu de problème entre musulmans et juifs, n'est-ce pas? Il y a toujours eu des problèmes entre chrétiens et musulmans, entre chrétiens et juifs, mais entre musulmans et juifs, il y a eu très peu de problèmes. Alors, j'aime bien rappeler que au XVe siècle, lorsque l'Espagne a expulsé tous les Juifs d'Espagne, ce sont les Turcs qui sont venus, qui ont le sultan de Constantinople, qui a affrété sa flotte pour aller sauver les Juifs qui étaient rejetés par les chrétiens en Espagne. Donc notre vision des choses est extrêmement caricaturale. Ce sont deux communautés qui ont toujours bien vécu, qui ont vécu en bonne intelligence partout. Le problème en Palestine qui s'est posé, c'est un problème de territoire. C'est-à-dire que ces deux communautés, elles ont vécu aussi pendant des siècles ensemble. Comprenez? Avant que l'islam apparaisse en Palestine, vous aviez probablement des juifs, d'autres religions, etc., des chrétiens, etc., qui vivaient en Palestine. L'islam est arrivé au 7e siècle. Et puis on a commencé à voir, ces gens commençaient à se mélanger. Et puis tout ça s'est relativement bien passé au Proche-Orient. Mais là où ça a commencé à exploser littéralement, c'est lorsque vous avez alors en l'occurrence ce sont des Juifs qui ont revendiqué de prendre une partie du territoire pour eux, à l'exclusion des autres.
Et c'est là où le problème est venu. Et c'est pour ça que les Arabes, en 1947, étaient disposés à partager, à vivre ensemble sur le même territoire, un peu comme on vit ici à Bruxelles, avec des Juifs, des musulmans, etc. Il n'y a pas des quartiers juifs et quartiers musulmans, des quartiers chrétiens. Tout le monde vit de manière intégrée et puis ça va très bien comme ça. Et c'était comme ça que le voyaient les Arabes en Palestine. C'est la volonté de vouloir un territoire exclusif pour l'un et l'autre, donc en chassant les... D'ailleurs, la résolution des Nations Unies, la résolution 181, prévoyait que dans les territoires accordés aux Juifs, il y aurait des Arabes qui vivaient, et que dans les territoires accordés aux Arabes, il y aurait des Juifs qui vivaient. Donc même là, il n'était pas exclu d'avoir cette mixité. Simplement, il y avait vraiment des milices. Alors, il faut dire aussi que les milices juives qui étaient là étaient des milices extrémistes. Littéralement, parce que c'était des groupes de combat comme l'Irgun, le Haganah et différents groupes, le Lehi, etc., qui étaient vraiment des groupes extrémistes, littéralement. Et donc eux, c'était tout ou rien. Quand vous dites extrémiste, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est quoi? On est dans les éliminations. Ça a été des massacres. Le fameux le village de Deir Yassin, par exemple. Qui est considéré comme l'Oradour-sur-Glane palestinien, où en 1948, les milices juives sont arrivées, puis ont éliminé tout le village, femmes, enfants, etc. Un peu comme c'est passé à Oradour-sur-Glane. Alors, il y a différentes explications au déroulement, il y a différentes, évidemment, variantes d'explications, mais le fait est que on a comme ça des massacres. Et il y en a eu des dizaines qui se sont passés à cette époque-là. Et puis vous avez typiquement lorsque en 1948, après la création de l'État d'Israël et que la guerre s'est déclenchée avec les pays arabes, parce que d'un coup les Arabes ont dit oui mais Israël déclare son pays, mais il n'y a pas eu de référendum, il n'y a rien eu. C'est pas qu'ils étaient contre la résolution 181, comme on le dit souvent. Au contraire, ils disaient on n'a pas respecté la résolution 181. Et c'est pour ça qu'ils sont entrés en guerre. Et donc, les Nations Unies ont envoyé, au mois d'août 1948, un envoyé spécial, un diplomate suédois, qui est allé pour essayer de faire une médiation entre les différentes populations. Et puis, c'est un groupe israélien qui l'a abattu d'une balle dans la nuque dans sa voiture. Alors évidemment, les Nations Unies ont évidemment violemment condamné ça, qui était, mais vraiment, vous voyez, que quand vous allez abattre l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, on va quand même assez loin. Voilà, et ça vous montre un peu la tonalité et la manière dont ces milices agissaient. Donc non, on est vraiment avec du terrorisme, ni plus ni moins. Pourquoi les Nations Unies, les États se sont dit c'est une bonne idée de faire deux États différents? Je pense qu'à l'époque on est dans un état d'esprit particulier, et même si beaucoup le contestent, je pense que les images de l'Holocauste, etc., ont joué un rôle dans la manière dont on s'est dit oui, il faut que les Juifs aient leur territoire à eux, où ils puissent, s'épanouir chez eux. Et puis dans les autres pays, si ça fait des frictions entre eux et les autres communautés, il est préférable leur donner des terrains. Je pense que c'est ça qui dominait un peu. Mais il y a malgré tout, il y avait beaucoup de gens qui étaient opposés à ça, et même la veille du vote d'Assemblée générale des Nations Unies. Donc le vote s'est déroulé, si ma mémoire est bonne, je peux me tromper, mais c'est le 29 novembre 1947. Et le 28 novembre 1947, la CIA a produit un rapport à l'intention du président Truman, qui lui était favorable à la création d'un État juif, enfin d'une partition plus exactement. La CIA, dans son rapport, écrivait: on vous déconseille d'approuver cette partition parce que les sionistes ne se contenteront pas de ça et ils voudront étendre encore davantage leur territoire, etc. C'est assez intéressant de voir qu'en 1947,
la CIA avait prédit qu'il y aurait beaucoup de violence, qu'on accuserait les Arabes de terrorisme, etc., etc. Et on retrouve à peu près exactement, quand vous regardez ce texte de novembre 1947, vous dites, on aurait pu l'écrire le 8 octobre 2023. Absolument incroyable de préscience, d'analyse et de compréhension de la manière dont les uns et les autres voyaient la situation. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens en Europe qui étaient mitigés, mais on s'est dit bon, finalement, après c'était un peu une solution quelque part de facilité parce que les Palestiniens, c'est un peuple, certes, qui était sur ce territoire, mais il n'était pas organisé en tant que tel. C'était plutôt des Bédouins. Donc, c'était relativement facile de se dire, bon, on va donner une terre, et puis on verra un peu ce qui se passe. C'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on s'est dit. Il faut pas oublier non plus qu'en 1948, on est avant l'effondrement des grands empires. On a en Occident un regard très colonialiste sur les choses. Donc c'est un peu nous qui décidons et puis les autres qui font comme on leur dit. C'est un petit peu, je pense, l'état d'esprit qui a dominé quand on a fait ça. Est-ce que les territoires palestiniens aujourd'hui ont une armée légiférée, une armée considérée comme étant un système de défense par d'autres États? Non. Non, et c'est d'ailleurs un peu le problème parce que si on avait reconnu à la Palestine le droit d'être un État, si j'ose dire, ce qui était d'ailleurs prévu dans des accords d'Oslo de 1993 ou 93, eh bien la Palestine aurait des institutions comme n'importe quel État. Elle a une police, elle a une force de sécurité, à vrai dire, qui a été mise en place après les accords d'Oslo, avec l'aide des Américains d'ailleurs. C'est notamment la CIA qui a contribué à mettre en place les forces de sécurité palestiniennes, mais on est là surtout à l'époque, on est vraiment en Cisjordanie essentiellement. Mais le problème de cette force de sécurité, d'abord, c'est qu'une force de sécurité, elle n'est pas taillée pour combattre l'armée israélienne, c'est déjà la première chose. Ensuite de ça, elle est liée au Fatah, c'est-à-dire le groupe qui a signé les accords d'Oslo. C'est une force qui, en réalité, ou que certains Palestiniens d'ailleurs disent, qu'elle est d'une certaine manière affiliée ou associée à l'État d'Israël. Donc elle n'est pas crédible pour les Palestiniens, d'une certaine manière. Et c'est pour ça que malgré la création de cette force de sécurité, vous avez des groupes de résistance qui se sont créés. Alors le Hamas en est un, mais le djihad islamique palestinien en est un autre. Dans mon livre, je montre que les groupes qui sont à Gaza, mais qui représentent déjà, et en tout cas une vingtaine de groupes différents, qui sont structurés comme des organisations de résistance, c'est-à-dire avec des organisations clandestines. C'est une organisation de résistance n'a pas de structure apparente, c'est des structures évidemment souterraines au sens figuré, avec qui fonctionnent comme des groupes de résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec des cellules, des contacts, des moyens de communication discrets, etc., etc. Est-ce que ces groupes sont tous considérés par Israël et notamment des forces, des États qui sont aujourd'hui placés sur l'échiquier international comme étant pro-israéliens, comme étant des groupes terroristes? Je vous dis ça parce que je me dis, si, imaginons à Gaza, on n'a pas de force militaire. Et que s'il faut défendre Gaza, qui est attaqué par des forces, disons, pro-israéliennes, qui considèrent que toutes les partis de résistance sont des groupes terroristes. Comment est-ce qu'on fait, quoi? Parce que comment est-ce qu'on fait? Oui, c'est pour ça que la notion de terrorisme dans cette situation est un peu entretient la confusion plus qu'autre chose, parce que d'abord, n'est-ce pas, quand on parle du 7 octobre, on parle toujours du Hamas. Ouais. Alors, bon, oui, mais en réalité, l'opération qui a été menée le 7 octobre et puis les opérations qui sont menées depuis à l'intérieur de la bande de Gaza le sont par une vingtaine de groupes qui, eux,
dont le Hamas est désigné terroriste parce que c'est le plat de résistance pour Israël, donc on déclare que c'est. Mais en réalité, il y a le djihad islamique palestinien, il y a tout un groupe de. Alors certains ont été déclarés terroristes par les Américains, mais pas tous. Et puis en Europe, certainement que tous n'ont pas été déclarés comme tels. Maintenant, ma mémoire me fait un peu défaut, mais il me semble même que le Hamas n'a pas été déclaré comme organisation terroriste par les Nations Unies, par exemple. Je pourrais me tromper là-dessus, hein, Okay. mais sauf erreur, c'est le cas. Donc, ce qui veut dire que, vous voyez, on est sur quelque chose, on est sur une notion qui est très politique et très politisée, qui n'aide pas à résoudre le problème parce que on dit toujours après, quel que soit le mouvement après, parce que si vous dites c'est pas le Hamas mais un autre, ou si les autres sont nommés, en fait vous faites que déplacer le problème d'une certaine manière. Donc le problème est que quand vous déclarez quelqu'un de terroriste, vous pouvez pas négocier avec. C'est ça la conséquence. Donc quand vous dites vous êtes terroriste, vous fermez la porte de la négociation. Alors et c'est le paradoxe parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Israël est né du terrorisme. Donc, si on appliquait la même logique, on parlerait pas à l'État israélien. Vous comprenez? Donc, on voit bien que ces déclarations, oui, c'est de la gesticulation politique, mais ça nous mène pas très loin. Et on voit bien que toutes les gesticulations qu'il faut faire, par exemple, pour échanger les prisonniers, parce qu'on peut pas parler au Hamas, parce que c'est des terroristes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on parle au Qatar, qui lui parle au Hamas. On voit bien qu'on est c'est vraiment du théâtre guignol, d'une certaine manière. Au lieu de parler directement, on parle par un intermédiaire. Donc, on est assis sur 3 sièges, mais on parle au deuxième, qui lui parle au suivant, etc. Ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir ces désignations. Elles servent uniquement à stigmatiser. Alors dans les médias, ça fait naturellement des buzz et puis des punchlines, mais ça fait pas avancer le schmilblick en réalité. On ferait mieux d'avoir un vocabulaire plus apaisé et puis de trouver des solutions. Le fait de traiter les gens de terroristes fait précisément qu'Israël n'a jamais essayé de résoudre la question des territoires occupés et de la résistance qui s'y développe. Donc, comme elle refuse de négocier avec eux, parce que c'est des terroristes, la résistance se développe, et puis on a ces tensions qui montent, et on arrive précisément au bocal qui déborde, et qui est peut-être pas totalement débordé. C'est-à-dire? Qui n'est pas totalement débordé. Le 7 octobre, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Qu'est-ce que vous, avec le recul, vous avez été dans les petits papiers, vous avez lu les résolutions de l'ONU, j'imagine que vous avez écumé aussi la presse israélienne et la presse internationale. Qu'est-ce qui se dit? On a entendu que il y a eu les bébés dans le four, etc. Ça a été un petit peu mis de côté. On a dit qu'il y a eu des viols massifs. On a parlé aussi du fait que les militaires israéliens, avec toute la foule et comment ça a bougé, ils n'arrivaient plus à faire la différence entre les terroristes et les civils israéliens, donc ils ont tiré un petit peu partout. En fait, je me pose beaucoup de questions et j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que même concernant les viols, si on considère par exemple le Hamas comme étant une organisation islamiste, pour moi, je me dis, ils doivent suivre quand même des règles du droit islamique ou islamiste. Et on appelle ça comme on veut, et ça ne fait pas du tout partie. Donc on parle aussi du fait qu'il faut prendre soin des otages, etc. Là, de l'autre côté, on entend que non, en fait, ils sont très méchants avec les otages. Oui, vous avez raison. Donc, et c'est là, il y a un problème de fond, c'est-à-dire que les Israéliens, et d'ailleurs on retrouve un peu le même schéma que ce qu'on avait vu avec la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que on a créé un narratif qui permet d'appliquer une stratégie. C'est-à-dire la stratégie ou la manière de réagir aux événements est basée sur un narratif et non pas sur les faits. Et le narratif a l'avantage qu'il peut nous présenter un ennemi extrêmement méchant contre lequel tout est permis. Et c'est effectivement ce qui se passe. Effectivement, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, parce que je l'ai écrit comme
quelqu'un qui fait du renseignement, c'est-à-dire non pas en regardant ce que disent nos médias, mais en tout cas pas seulement, mais aussi surtout ce que disent les médias israéliens qui, eux, ont enquêté sur la chose. Parce que nos médias n'ont fait aucune enquête. Ils ont pris le narratif israélien et ils le renvoient, ils le relaient, c'est tout. Le 7 octobre en Israël a eu évidemment un impact important au plan sécuritaire, au plan politique intérieure. Il y a eu et puis il y a un choc émotionnel quand même. Donc ça a amené les gens à s'interroger. D'abord, il y a eu des enquêtes de police, d'abord, pour savoir ce qui s'est passé, et sans problème de sécurité. Donc, il y a des enquêtes de police. Il y a des enquêtes militaires aussi, parce que on a évoqué effectivement au tout début de l'opération, il y a eu une conduite très chaotique au sein de la conduite israélienne, qui est probablement à la cause de beaucoup de problèmes qui ont eu ce jour-là. Donc, il faut savoir que plutôt la bande de Gaza, est surveillée par une division qui s'appelle la division de Gaza, qui est une division de l'armée israélienne, qui assure la surveillance de la bande de Gaza avec des installations de caméras de télévision, des radars, des systèmes de surveillance sismique, etc., etc. Tout un réseau de senseurs qui permet aux Israéliens d'avoir une image de ce qui se passe sur sur toute la frontière de la bande de Gaza. Et le 7 octobre, les Palestiniens ont réussi à déconnecter tout ça d'un seul coup. Ils ont éliminé tous les systèmes de surveillance, les systèmes de communication, les systèmes TV, etc. Tout ça a été blackout total en quelques minutes. Ils ont réussi à faire ça. Et du coup, les Israéliens ont été totalement aveugles. Donc le commandement israélien s'est aperçu que quelque chose se passait, bien sûr, une attaque, mais il n'était pas en mesure de savoir dans quel secteur, dans quelle ampleur, quels pourraient être les objectifs, etc. Et ça a conduit à un chaos dans la conduite israélienne. C'est ce qui a conduit d'ailleurs donc la division de Gaza qui est basée dans la base de Reim, qui est la base qui était juste à côté de ce fameux festival de musique d'ailleurs. Toujours est-il que le commandant là, il a tous ses écrans tournent au noir, et alors il téléphone à Tel Aviv, il dit au commandement général, et puis il dit mais je vois plus rien, je sais pas, est-ce que vous avez une meilleure vision de moi que moi? Et puis l'état-major de Tel Aviv lui dit la même chose. Il dit non, nous on a aucune visibilité. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé des hélicoptères, et puis les hélicoptères sont arrivés, puis ils ont vu, alors il y avait cette confusion, notamment justement à Reim, où vous avez une festival de musique, des gens qui sont un peu paniqués, qui courent dans tous les sens, des Palestiniens qui arrivent, qui sont un peu perdus parce que le festival de musique n'aurait pas dû être là normalement, il a été prolongé, il aurait dû se terminer le vendredi soir auparavant, et puis il est prolongé jusqu'au samedi matin. Et puis même d'ailleurs les enquêtes israéliennes démontreront qu'il y a même des Palestiniens qui quand ils sont arrivés, ils étaient paumés, ils ont commencé à demander leur chemin aux festivaliers pour aller à la base militaire. Donc on voit bien que pour eux l'objectif n'était pas le festival, c'est tout à fait d'ailleurs fortuite et malheureuse d'ailleurs que ce festival soit trouvé là. Mais résultat des courses, quand les pilotes d'hélicoptères sont arrivés pour voir ce qui se passait, ils ont vu des gens qui couraient dans tous les sens et ils n'ont pas su déterminer qui était palestinien, qui était, etc. Et ils ont reçu le feu vert pour tirer dans le tas. Et donc c'est là où les choses se sont gâtées. Mais donc ce qu'on arrive à déterminer de cette période, de ce moment, parce que il y a eu des enquêtes donc sur la question militaire, il y a eu des questions sur les questions sécuritaires, et puis il y a eu des enquêtes politiques, puis il y a les journalistes aussi qui sont venus là-dedans. Donc on a des comptes rendus relativement étoffés qu'on a vus dans la presse israélienne et qui sont pas parvenus jusqu'à nous. Et c'est ça qui est extrêmement surprenant, parce que et notamment, je mentionne un article qui a été très détaillé dans le magazine israélien Yediot Ahronot, qui explique tout le déroulement du 7 octobre. Donc dans le détail, de manière même très critique à l'égard d'Israël, etc.
Évidemment, ça, on l'a pas du tout vu chez nous, mais ils expliquent heure par heure comment ça s'est passé. Et là, ce qu'on constate, c'est que, effectivement, il y a eu un chaos dans la conduite israélienne, que les gens savaient pas quoi faire, on savait pas où tirer, on savait pas quels étaient les objectifs des Palestiniens, etc. Et donc, on est arrivé finalement à tirer sur un peu tout le monde, y compris parce que le problème, les Palestiniens, on le voit très bien d'ailleurs, sont arrivés à motocyclette avec des kalachnikovs ou des armes légères. Et les dégâts qui ont été causés cette journée-là montrent que des armes considérablement plus puissantes ont été utilisées. Vous voyez notamment le parking, puisque on avait un festival de musique, donc vous aviez des jeunes qui avaient parqué leur véhicule sur une prairie, comme on fait quand il y a ces festivals. Et puis là, vous avez vraiment toutes les voitures qui ont été littéralement brûlées sur tout l'ensemble du parking. Donc il n'y a plus une seule voiture en bon état. Donc on voit qu'il y a des armes considérablement puissantes qui ont été utilisées et qui sont pas du tout celles qu'avaient les gars des Palestiniens. Et on voit, parce que la presse israélienne a publié des extraits des vidéos par les ciné-caméras, les ciné-mitrailleuses des hélicoptères. Donc, c'est-à-dire que c'est une caméra qui filme en temps réel ce que vise l'hélicoptère. On voit donc très bien la croix qui se met sur un objectif et on voit l'objectif détruit après. Et là, il y a certains, vous voyez la croix qui est sur un véhicule, une petite voiture citadine, qui n'a rien à voir avec les pick-up qui sont utilisés par les gars du Hamas. On voit bien que là, les pilotes ont tiré vraiment sur tout et n'importe quoi. On voit aussi, je l'ai d'ailleurs relevé dans mon livre, j'ai mis des captures d'écran. On voit très bien que quand il y a des gars qui courent et puis les hélicoptères leur tirent dessus, mais c'est des gars qui sont en t-shirt, cheveux longs, etc. On n'a pas du tout l'apparence des combattants du Hamas qui, pour la plupart, avaient des treillis camouflés ou bien, en tout cas, au minimum, des harnais avec les munitions pour les kalachnikovs, etc. Donc, on voit bien que on a vraiment tiré indistinctement sur un peu tout. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui en Israël, il y a chaque jour des témoignages qui montrent qu'effectivement, les morts civiles de cette journée-là, la très grande majorité résulte très vraisemblablement des forces israéliennes qui ont tiré. Donc voilà, ça c'est la réalité. Est-ce qu'on connaît la vérité exacte? Pas vraiment, de toute façon. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en Occident, on a réagi non pas par rapport à ce qu'on ne sait pas, mais par rapport à ce qu'on croit savoir. C'est-à-dire que, je m'explique, si on ne savait pas exactement ce qui s'était passé le 7 octobre, avant de commencer à condamner et puis de monter sur les grands chevaux, on aurait dû prendre du recul et dire, bon, avant de décider d'appuyer Israël ou pas, on aimerait avoir des idées claires sur ce qui s'est passé. Donc, on attend un petit peu qu'il y ait des enquêtes, peut-être avec l'ONU, peut-être israéliennes, etc., mais qui nous permettent d'avoir une image un peu plus précise de ce qui s'est passé. Mais là, c'est pas du tout ce qu'on a fait. On a immédiatement pris pour argent comptant ce que nous a déclaré le gouvernement israélien, qui lui avait évidemment tout intérêt à surdramatiser la situation pour pouvoir ensuite justifier son action. Et là, les gouvernements européens, les occidentaux, pas seulement européens, les gouvernements occidentaux ont tous, alors sans exception, ils ont avalé vraiment sans aucun recul ce qu'on leur a dit. Et il n'y a eu absolument aucun questionnement sur la possibilité qu'effectivement il y ait pu avoir du flou dans la conduite israélienne, etc. Et ça, c'est du point de vue du professionnel du renseignement que je suis. Là, il y a quand même une grande inquiétude parce que ça montre que nos gouvernements ne réagissent pas en fonction des faits, mais en fonction de leur perception des faits. Et vous ne pouvez pas conduire des
des opérations politiques des pays ou des actions politiques simplement sur votre perception. C'est pas possible. Il vous faut avoir une image beaucoup plus précise des événements et au minimum, quand vous savez pas, ce qui est tout à fait possible, alors dans ce cas vous abstenir. Mais prendre position alors qu'on sait qu'on ne sait pas, à mon avis, ça montre des gouvernements irresponsables. Et c'est vraiment, ça concerne l'ensemble, sans aucune exception, des pays occidentaux. Sans aucune exception. Alors, il y en a qui ont commencé à réagir lorsque l'Afrique du Sud est venue pour mettre en accusation Israël pour un génocide. Alors là, tout d'un coup, il y a des pays qui ont commencé à avoir des pensées, se sont dit, ouais, attention, là, tout d'un coup, je suis en train de soutenir un génocide, etc. Donc, vous avez des gens qui ont un peu fait marche arrière. Mais les premières réactions ont systématiquement été soutien inconditionnel à Israël. Alors que on sait que, et j'ai mis d'ailleurs dans mon livre, de nouveau, le conflit n'a pas commencé le 7 octobre, mais bien avant, que durant les 75 ans, 75 ans que ça a duré, on a des dizaines de résolutions qui condamnent Israël, qui demandent à Israël d'appliquer une autre politique, qui condamnent le fait qu'Israël ne respecte pas le droit international, ne respecte pas le droit international humanitaire, ne respecte pas les conventions de Genève, etc., etc., etc. Donc on sait que c'est un État qui ne respecte pas le droit. Et malgré tout, lorsqu'il se passe ça, on continue à faire comme si on met la tête dans le sable en réalité. Comment vous m'expliquez ça? Dans le sens où tout est public. Je me souviens, le conflit israélo-palestinien, il y a 10 ans et aujourd'hui, il y a une grande différence. Aujourd'hui, on peut voir publiquement, sans forcément chercher... Il n'y a pas de différence. Ça a toujours été... Vous avez toujours tout trouvé. Toujours tout. Il y a rien qui est secret. D'ailleurs, dans mon livre, il n'y a pas besoin d'avoir des choses secrètes. Même les services de renseignement américains ont publié des choses il y a bien longtemps là-dessus. Tous les services de renseignement sérieux ont publié des choses là-dessus. Donc, on est très au courant de ça. Il y a rien de nouveau. Le 7 octobre n'a apporté aucun élément nouveau. Il est nouveau dans son intensité, probablement. Mais quant à la substance, non, il y a rien de nouveau. Mes documents sont tous des documents officiels. C'est les résolutions des Nations Unies ou des articles qui ont été publiés par des journalistes israéliens. Donc, il y a aucune surprise. Il y a aucune raison. Non, il y a effectivement un parti pris. On a décidé que Israël avait un régime particulier. Vous dites que les Israéliens, les civils israéliens ou les citoyens israéliens sont beaucoup plus informés sur ce qui s'est passé le 7 octobre que nous. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu, par exemple, je sais pas s'il y en a eu peut-être des grandes manifestations. Enfin, je veux dire, cette décision quand même de l'État c'est quand même pas une décision légère, quoi. De se dire, on tire dans le tas. Il y a quand même des civils israéliens. Il y a quand même des civils israéliens le 7 octobre après le festival, etc. Et la décision de se dire, on tire dans le tas sans faire de distinction, c'est quand même une décision un peu, du moins discutée, quoi. En Israël? Oui, en Israël. Si, ça se discute. Bien sûr que ça se discute. On n'en parle pas. On n'en parle pas ici parce qu'en parler ici, ça voudrait dire que notre jugement est faux. Donc on vous parle pas de ça, mais il y a des manifestations en Israël comme ça. Il y a des femmes qui disent on veut que Netanyahou nous donne des comptes, enfin des mères qui disent mon fils est mort là, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi, comment, etc. Non, la discussion existe en Israël très clairement. Mais elle a pas transpiré jusqu'ici parce que si on reflétait ce débat-là en Israël, ça voudrait dire que ce débat devrait avoir lieu chez nous aussi, notamment dans le soutien qu'on apporte à l'État d'Israël. Notamment, par exemple, pour la question du cessez-le-feu, etc., ou de la fourniture d'armes, typiquement. Parce que quand on fournit des armes sur une base de soutien indéfectible, etc., mais si on savait vraiment quelle était la réalité des faits, probablement qu'on commencerait à être un peu plus circonspect sur le nombre d'armes, ou la quantité, ou le type de soutien qu'on apporte aux uns et aux autres. Donc c'est peut-être pour cette raison. Je ne sais pas pourquoi et quel mécanisme fait que les informations qui sont publiées en Israël, et que vous trouvez sur Internet d'ailleurs, hein, je n'invente rien. Alors souvent dans des médias qui sont uniquement en hébreu,
Donc évidemment, c'est une petite difficulté supplémentaire, mais c'est une difficulté qui est finalement, avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, c'est très superficiel. Néanmoins, l'information ne parvient pas à nos médias. Alors que, j'ai parlé tout à l'heure de cette étude des 2 journalistes de Idiot Ahronot, qui déroule vraiment qui explique tout le déroulement du 7 octobre. On pourrait s'imaginer qu'on l'ait publié d'une certaine manière en Occident aussi, parce que ça nous intéresse aussi dans la mesure où nos politiques s'appuient sur ce déroulement pour aider Israël. Mais pourtant, personne ne l'a publié. J'ai vu aussi un article dans Le Monde qui dit que dans la bande de Gaza, Israël assume sa stratégie de la faim. Il ne laisse pas passer des convois, puis on voit des convois humanitaires. Donc il y a beaucoup d'organisations qui poussent, qui tirent la sonnette d'alarme. On parle de stratégie de faim, et leur discours, c'est aussi de dire libérer les otages et tout va bien se passer, quoi. Je ne sais pas quel chef militaire ou chef de résistance armée va se dire on va libérer les otages. Et c'est bon, sans contrepartie. Oui, c'est un peu ça. Alors donc on est un petit peu dans une situation du serpent qui se mord la queue. De toute façon, quelle que soit l'issue de ce qui se passe dans la bande de Gaza maintenant, parce qu'il y a un problème militaire, c'est une chose, enfin militaire de combat qui se déroule, il y a un problème humanitaire aussi qui se déroule aussi. Alors je ne sais pas comment tout ça va se terminer, mais de toute façon, quel que soit ce qui se passe dans ces prochains jours, semaines ou mois à Gaza, dans tous les cas, le conflit reste. Vous comprenez, le problème, et c'est là où d'ailleurs il y a quelque chose d'un peu pervers, parce que en faisant à tout prix passer le Hamas comme étant un groupe islamiste, même d'ailleurs le comparant à l'État islamique, n'est-ce pas, puisque vous avez un politicien français qui a dit que le Hamas avait frappé la France. Mais je crois que ça, ils l'ont vite retiré, cet argument, parce qu'ils se sont dit ça passera pas, ça, je crois. Oui, mais enfin ils l'ont dit quand même. Ouais, ils l'ont dit, c'est vrai. Et puis ils continuent. En fait, ils le disent pas comme ça, mais ils le pensent quand même. Le problème est que le Hamas, ou l'État islamique a déclaré la guerre au Hamas à l'époque. Donc, je le cite même dans mon livre. Moi, j'ai épluché quand j'ai fait un autre livre sur la lutte contre le terrorisme djihadiste, et donc j'ai épluché toute la littérature de l'État islamique, donc vraiment toutes ses publications. Et c'est pour ça, quand j'ai vu qu'on faisait l'analogie, enfin que Netanyahou faisait l'analogie entre l'État islamique et le Hamas, rappelé quelques petites choses. Je suis allé regarder dans les publications de l'État islamique, et dans ces publications, il déclare la guerre au Hamas. Donc, on voit bien là aussi que les Occidentaux n'essayent de comprendre les choses que par leur manière de comprendre, leur perception, pas par les faits. Parce qu'il y a des différences fondamentales idéologiques entre l'État islamique et le Hamas. Même ce sont 2 groupes armés qui se combattent dans des contextes différents, c'est vrai, qui sont islamistes dans leur substance, mais qui ont des objectifs très différents, qui ont des stratégies très différentes, etc. Mais en Occident, on est incapable de faire ça. C'est la raison pour laquelle on continuera à avoir du terrorisme en Occident, d'ailleurs pas celui du Hamas, parce que les Palestiniens, depuis les années 70 ou 70, les Palestiniens ont un terrorisme qui se fait uniquement sur le territoire de la Palestine. Donc, il n'est ni prosélyte, d'ailleurs, je pense. Il n'est pas prosélyte non plus, exactement. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, quand on dit le Hamas et les frères musulmans, ce sont des bêtises. En réalité, le Hamas est bien issu des frères musulmans. Il est issu d'une scission des frères musulmans. C'est pas une succursale des frères musulmans. C'est une scission, parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Et ils sont pas d'accord sur des principes, des principes fondamentaux de la lutte contre Israël. Donc, précisément parce qu'ils sont opposés aux frères musulmans, qu'ils ne s'appellent pas, parce que vous avez des frères, typiquement les frères musulmans, quand vous les avez en Syrie, enfin maintenant il y en a plus beaucoup, mais quand vous les aviez en Syrie, quand vous les avez en Turquie, quand vous les avez en Jordanie, etc., c'est toujours frères musulmans en Turquie, frères musulmans
en Jordanie, frères musulmans, etc. Leur groupe, c'est frères musulmans. Et puis ils ajoutent en Syrie, etc. Il n'y a pas de frères musulmans en Palestine. Alors c'est pas l'élément qui me permet de dire que c'est un éclatement. Ça c'est pas. Mais ça indique une indication. Mais les vraies règles ont été décrites d'ailleurs. Les gars du Hamas ont écrit ça. C'est pas. Il y a rien de nouveau. Moi ça fait. J'avais déjà dans mon livre de 2003, j'avais déjà étudier la stratégie du Hamas. Donc, si vous voulez, pour moi, ça fait 20 ans que je suis tout ce qu'ils écrivent, tout ce qu'ils disent. La question de la stratégie, de la manière d'aborder la question révolutionnaire, si je peux dire ça comme ça fait partie de la manière dont on doit étudier un mouvement comme ça, et on peut pas simplement s'arrêter à des caricatures. Ça, c'est ce qu'on fait ici, parce qu'ici, on est contre les frères musulmans, parce que c'est des islamistes, donc voilà, frères musulmans méchants, islamistes, État islamique, tout ça, c'est un peu d'ailleurs mis dans le même sac, alors que c'est des notions très différentes. Je rappelle que typiquement en Syrie, vous aviez les frères musulmans en Syrie ont constitué l'ossature de l'armée syrienne libre qui luttait contre Saddam Hussein, contre Bachar el-Assad, et cette armée syrienne libre, issue des frères musulmans de Syrie, c'est celle qui a été soutenue par les Occidentaux et qui combattait l'État islamique. Mais quand vous allez en France aujourd'hui, on vous parle de frérisme, de trucs, on met tout ça dans un paquet, on vous ficelle tout ça, puis voilà, terminé. La réalité, elle est plus complexe. C'est des mouvements qui ont des idéologies bien spécifiques, qui ont des objectifs bien spécifiques, qui ont une manière de combattre très spécifique, et c'est pour ça que quand j'ai fait mes encyclopédies du terrorisme, j'ai écrit plusieurs encyclopédies qui sont des bouquins de 1500 pages, etc., qui sont maintenant un peu, qui restent encore très actuels pour certaines, mais il y a quand même plus de 10 ans qui se sont écoulés. Je parle d'encyclopédie des terrorismes. Parce que chaque terrorisme a sa spécificité. Vous pouvez pas appliquer, malheureusement, quand je vois ici en Belgique et tout, la manière dont on combat le terrorisme, c'est primitif. Et c'est tellement primitif que ça résoudra jamais le problème. Et on peut déjà vous prédire qu'il y aura encore d'autres natures pour d'autres raisons, etc. Mais parce qu'on est incapable de se mettre dans la perspective. Mon métier, quand j'étais à l'époque dans les services de renseignement, on s'occupait du pacte de Varsovie. Donc c'était l'ennemi rouge là de l'autre côté du pacte du rideau de fer. Notre principal job, c'était de comprendre comment ils pensaient, comment eux comprennent la guerre, comment eux comprennent la société, comment eux voient notre société, comment eux nous considèrent. C'est ça le travail essentiel qu'on doit faire, c'est comprendre comment pense l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a été incapable de faire, soit dans la lutte contre le terrorisme, c'est pour ça qu'on en a eu, et incapable de le faire en ce qui concerne Israël et la Palestine. Et c'est la raison pour laquelle on reste sur un narratif. Les Israéliens sont des Occidentaux en réalité, c'est les Européens à la base, et c'est pour ça qu'on finalement, on a appliqué la même logique que point barre. On n'a jamais essayé de comprendre ce qui se passait de l'autre côté. Et donc, on résoudra pas le problème comme ça. Donc, ça veut dire que quoi qu'il se passe à Gaza, et quelle que soit la manière dont Israël combat par la faim, par les bombardements, par ce que vous voulez, de toute façon, le problème ne sera pas résolu. Et le problème demeurera. Et le problème restera entier tant qu'on n'aura pas compris ce que veulent les Palestiniens, qui est très simple et qu'ils ont dit 100 000 fois. Ils veulent retrouver leur terre. Ils veulent pas avoir la charia sur tout. Non, ils veulent leur terre. La terre qu'on leur a prise, que déjà en 1947, comme on l'a vu tout à l'heure, elle a été prise indûment par non-respect de la première résolution qui devait résoudre le problème, c'est-à-dire la résolution 181. Toutes les résolutions n'ont jamais été appliquées, n'ont jamais été respectées. Et c'est la raison pour laquelle Israël s'est progressivement étendu, y compris aujourd'hui dans des territoires comme la Cisjordanie, où les implantations viennent se greffer à l'intérieur de ces territoires occupés pour occuper. Tant qu'on n'aura pas voulu ou déterminé qu'il y a
un moment, il faut commencer à respecter le droit international et qu'on n'aura pas compris que les Palestiniens veulent leur droit de retour dans leur terre, on résoudra pas le problème et le problème demeurera. Là, vous parlez du fait que voilà, il est temps qu'on fasse respecter le droit international. Implicitement, je crois comprendre, vous me direz le contraire, que ce sont les États occidentaux qui doivent faire, c'est eux qui ont le pouvoir, la force de persuasion actuellement pour l'instant. Est-ce que c'est possible que, peut-être à court terme, peut-être que même maintenant, j'en sais rien, que d'autres États, j'ai vu il y a eu la formation du BRICS, il y a des choses qui bougent, d'autres États, c'est-à-dire, je sais pas, d'autres États forts qui sont la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan, même une convergence d'États africains qui vont résoudre, en tout cas, impacter les problèmes du monde tels que celui-ci. Le problème israélo-palestinien, on voit bien que, comprenez certainement que des pays s'y intéressent, mais ils sont éloignés. C'est typiquement la Chine. C'est un grand pays qui a énormément de pouvoir au niveau économique, qui, je pense, aurait aussi l'ambition de vouloir résoudre le problème. Mais il est très loin. Il s'est jamais impliqué dans cette région. Il est nouveau. La Chine, elle n'a pas d'histoire au Proche-Orient. Et vous remarquerez, vous n'aurez pas échappé qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de solution de ce problème, on n'invoque d'ailleurs même pas l'Europe. L'Europe n'apparaît pas. Nulle part. Pratiquement aucun pays européen n'apparaît. Macron fait sa gesticulation à Paris, mais à Paris. Mmh. Mais j'entends, aucun pays européen n'est considéré. En revanche, on appelle les États-Unis. Ouais. Parce que c'est eux qui, historiquement, sont ceux qui ont développé des liens avec Israël. Et qui dit lien avec Israël, dit levier. Et les Américains sont les seuls à avoir vraiment un levier sur la politique israélienne par le biais des armes, la livraison d'armes par exemple. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs aux États-Unis, je dirais que la mobilisation pour que le gouvernement influence Netanyahou, la mobilisation populaire est beaucoup plus forte aux États-Unis qu'elle l'est en Europe. Les Européens s'en foutent royalement en réalité. Excusez-moi de le dire, les Européens s'en foutent complètement. Ce qui leur importe, c'est de préparer leurs vacances et c'est tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'effondrent en réalité. On s'intéresse pas aux problèmes du monde. Il y a aucun intérêt, zéro. Les Américains sont un peu plus impliqués déjà parce que vous savez, d'ailleurs c'est intéressant, aux États-Unis, la population juive est importante aux États-Unis. C'est aussi une population historiquement démocrate aux États-Unis. Et c'est une population qui est donc sensible à ce que fait le gouvernement démocrate aujourd'hui. Mmh. Et c'est une population qui constate que son idéal démocrate est en porte-à-faux avec ce que le gouvernement démocrate qu'il soutient fait. Donc il y a une espèce de hiatus entre un gouvernement qu'ils soutiennent a priori et la réalité. Et donc c'est pour ça que vous avez d'abord un impact très important apparemment, il faudra voir encore la suite, mais apparemment une désaffection importante des démocrates au sein du Parti démocrate, donc qui quittent le Parti démocrate ou qui s'opposent à la candidature de Biden, par exemple, présidentielle, et puis une désaffection de la population juive. Et c'est pas nouveau parce que j'avais déjà noté ça lors de mes passages lors de mes séjours, longs séjours, puis j'ai habité près de 5 ans aux États-Unis. Déjà, depuis plusieurs années, on voit que les jeunes Américains, les jeunes Juifs américains, considèrent que Israël ne correspond plus à leur idée des valeurs telles que eux les conçoivent aux États-Unis. Et donc il y a une désaffection, le soutien à Israël s'efface. Et je connais plusieurs journalistes américains qui travaillent sur cette question, qui sont d'ailleurs tous juifs, et qui luttent, mais mordicus,
contre Israël. Et c'est pratiquement, d'ailleurs, c'est des gars qui sont des vrais journalistes. C'est pas du tout comme les Rigol Mickey qu'on a ici à la RTBF et ailleurs. Là, on a vraiment des journalistes qui font de l'investigation, qui creusent, qui ont leur contact en Israël aussi, parce qu'ils sont juifs, leur famille vient de là. C'est vraiment des gars pointus, vraiment. Et ces gars, ils animent des blogs, des trucs, des médias alternatifs, un peu comme le vôtre, etc. Et qui eux, sont pas contre Israël, mais contre la politique que mène Israël. Donc ça c'est très nouveau dans le paysage américain. C'était pas comme ça jusqu'à il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années, je dirais que ça a commencé un petit peu avec l'ère Netanyahou, hein. Et ça s'accentue, ça s'est évidemment en plus accentué avec la forte opposition qu'il y a à Netanyahou en Israël même. Mais alors, c'est d'ailleurs assez singulier de voir que Netanyahou est à la tête d'un gouvernement considéré comme d'extrême droite. Et puis aujourd'hui, vous avez nos journalistes bien pensants qui soutiennent un gouvernement qui est notablement d'extrême droite, qui chez nous répondrait à peu près aucune condition de ce qu'on appelle démocratie ou de nos valeurs, et ils défendent ça. Donc on voit bien que ils défendent le cordon sanitaire aussi à côté. C'est-à-dire le fait de ne pas parler avec l'extrême droite, c'est ça qui est un peu paradoxal. Oui, alors il y a ça aussi. Alors moi, enfin bref, on entre dans une autre discussion, mais effectivement, on voit les contradictions de nos journalistes. Et on voit bien d'ailleurs que souvent, ce qui explique très largement, c'est qu'il y a une très grande ignorance. Ça, alors c'est une chose qui me frappe sur le conflit palestinien. Mais de nouveau, ça fait 20 ans que je le suis de manière, enfin plus de 20 ans, mais en tout cas 20 ans que je le suis de manière très assidue. Et je constate que l'ignorance de nos journalistes est absolument incroyable. J'entends, ils ont le niveau de connaissance qu'on a dans une école secondaire ici, c'est tout. J'entends, c'est primaire, enfin pas tout à fait primaire, puis c'est école secondaire. Vous allez me dire, mais on en est à ce niveau-là. C'est d'un niveau extrêmement faible. On est sur des slogans, des punchlines, et c'est tout. Il y a aucune profondeur dans la connaissance. Et c'est vrai d'ailleurs pour beaucoup de conflits, à vrai dire. On s'aperçoit que nos médias aujourd'hui, des acteurs ou des protagonistes, sans connaître les conflits. Et on voit bien qu'il manque des données factuelles. J'entends, c'est pas des interprétations. Vous pouvez voir, de nouveau, on peut toujours voir un verre à moitié plein et à moitié vide. Mais dans un verre à moitié plein, il y a quand même de l'eau. Vous comprenez? Ouais. Et quand vous ignorez qu'il y a de l'eau, c'est là que l'eau, c'est le fait. Le vide, c'est ce qui vous permet de faire l'interprétation, si j'ose dire ça comme ça. C'est pour ça que vous pouvez le voir des deux côtés. Mais il y a de l'eau. Or, quand vous ignorez qu'il y a de l'eau, là, ça devient très grave. Et c'est exactement la situation qu'on a dans nos médias. Ils ignorent la moitié des faits, mais vraiment des faits. Ce qu'on a parlé tout à l'heure, on a parlé de la résolution 181. Tout ce que j'ai entendu sur les plateaux de télévision depuis le 7 octobre, j'ai plus que le sentiment, la certitude qu'aucun journaliste n'a lu cette résolution. Parce que tout ce qui est écrit dedans, c'est ce que je vous ai dit, c'est écrit. Les référendums, c'est écrit dedans. C'est pas une interprétation. C'est pas si on interprète ça, il faudrait faire ça comme ça. Non, c'est écrit. Il faut le faire. Donc il y a même aucune latitude d'interprétation pratiquement. Or, sur nos médias, personne n'en parle. Donc ça veut dire qu'ils ne connaissent pas les sujets dont ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, et surtout ils prennent position sur des choses qu'ils ne connaissent pas, avec des conséquences dramatiques, parce que, en définitive, ça revient à cautionner des actions qui sont, eh bien, comme l'a dit la Cour internationale de justice, qui indiquent la plausibilité d'un génocide. Ouais. Parce qu'à ce stade, c'est là où on en est. On parle pas encore de génocide, mais on parle de plausibilité d'un génocide, ce qui est quand même déjà un pas sérieusement en avant, et on verra évidemment ce qui se vient par la suite. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, M. Jacquebaud? Non, on va pas... Merci beaucoup en tout cas. Opération Déluge d'Al-Aqsa est disponible dans toutes les librairies, j'imagine?
J'imagine, oui. On va aller vérifier tout à l'heure. Mais merci beaucoup en tout cas Merci à vous. et à très Merci. bientôt. Merci.